Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 décembre à la une de l'actualité. 4e journée algéro-allemande de l'énergie, la coopération, notamment en matière de gaz naturel, électricité et les ENR passés en revue. Un protocole d'entente a été signé pour des projets en hydrogène vert. Le point dans quelques instants. Les perspectives d'exportation des entreprises locales via le salon de la production algérienne. Exemple ce soir avec les produits d'hygiène et le cosmétique, un secteur prometteur. Reportage tout à l'heure. Agriculture saharienne, nous vous emmènerons dans cette édition dans une exploitation à Janet étalée sur 500 hectares. Elle produit toutes sortes de céréales et permet même la culture hors saison. À l'étranger, la liste des eurodéputés corrompus par le Maroc s'allonge. L'enquête déclenchée par le parquet fédéral belge concernant ce retentissant scandale se poursuit et risque de faire de nouvelles révélations. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, activités parlementaires, avec la présentation ce matin du projet de loi sur la protection et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un texte présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali. Rachid Tobbi a affirmé qu'il s'agit d'un projet renforçant la législation existante en la matière et complétant les articles du code pénal qui considèrent le financement d'armes de destruction massive comme un acte terroriste et précise les peines appliquées. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu aujourd'hui la secrétaire d'État parlementaire et vice-ministre allemande de l'économie et de la protection du climat, Franziska Brantner. Il a été question des moyens de développement et le renforcement des relations et la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction des actions réalisées avec les partenaires allemands dans ce cadre. Et on écoute les deux ministres, Mohamed Arqab et Franziska Brantner. Le partenariat énergétique avec l'Algérie, pour nous, la vision est claire. Nous voulons une énergie verte, renouvelable, avec l'hydrogène vert comme base en Allemagne. On aura des besoins mutuels pour travailler ensemble, pas juste pour l'Europe, mais aussi pour l'Afrique. Des besoins énormes et avec des technologies qu'on puisse amener et un savoir-faire de la technologie allemande, mais aussi une volonté de travailler avec l'Algérie sur toutes ces questions. Le partenariat avec l'Allemagne est très important pour nous. Nous avons longuement échangé autour des voies et moyens de développer la coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. L'Allemagne possède une technologie avancée, le but étant de profiter de cette technologie et le transfert de savoir-faire de manière générale pour réaliser les objectifs tracés dans le cadre du programme du gouvernement. À la 4e journée algéro-allemande de l'énergie s'est tenue aujourd'hui sous le thème Ensemble vers de nouvelles solutions énergétiques durables. La rencontre est l'occasion de passer en revue les perspectives de développer la coopération, notamment en matière de gaz naturel, électricité et les ENR. Un protocole d'entente a été signé à l'occasion pour des projets conjoints en hydrogène vert. Walid Yousfi. L'hydrogène vert était à l'honneur lors de cette 4e édition de la journée algéro-allemande de l'énergie. Une rencontre axée principalement sur les énergies nouvelles et renouvelables, l'efficacité énergétique ainsi que les opportunités de coopération dans ces domaines entre les deux pays. L'Algérie a un potentiel unique au monde. 2000, retenez ce chiffre, 2000 kWh par mètre carré en renouvelable, en énergie solaire. C'est un pays de capacité très très haute en matière de production d'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est une partie intégrante dans l'hydrogène. On ne peut pas faire l'hydrogène vert sans l'énergie solaire. Nous devons développer plus d'énergie solaire pour faire l'hydrogène vert.
Cette rencontre permet de mettre à profit l'expérience et le savoir-faire allemand dans le domaine des énergies renouvelables et dans la transition énergétique pour nouer un véritable partenariat dans le cadre de la politique nationale destinée à développer des énergies durables, sûres et propres. Nous sommes ici entre gouvernements, mais aussi les entreprises derrière qui travaillent pour un futur européen, africain, pour travailler ensemble sur les énergies du futur, les énergies vertes pour nos enfants, pour un futur qui sera plus résilient, mais aussi plus vert dans le sens qu'on pourra y vivre pour plus longtemps. Et le projet est assez concret, c'est sur l'hydrogène vert et la question de la capacité de transport, de production. Promouvoir les énergies renouvelables est donc aujourd'hui une priorité pour l'État, mais aussi les énergies propres, dont l'hydrogène vert, lequel peut être utilisé dans plusieurs secteurs et permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone. Il peut être un vecteur de stockage de l'électricité, il peut être un vecteur de transport de l'électricité, mais il peut être aussi pour la fabrication et la production de fertilisants verts, donc avec une empreinte carbone neutre, et il peut aussi être utilisé comme carburant synthétique. Puisque la stratégie de développement d'hydrogène qui est en cours d'approbation par le gouvernement, elle est basée pour la préparation tout l'écosystème pour le développement de l'hydrogène, c'est-à-dire la préparation de capital humain qui base tout ça, c'est le gisement le plus important ou l'axe le plus important dans la stratégie de préparer la ressource humaine qui aura la maîtrise technologique et la maîtrise du savoir-faire pour la réalisation de nos centrales. En marge de cette rencontre, un protocole d'entente a été signé entre Sonatrach et la société gazière allemande VNG avec pour objectif le partage d'expertise et la réalisation de projets dans le domaine de l'hydrogène et l'ammoniac vert. Cet accord devrait permettre de lancer le premier projet pilote de production de l'hydrogène vert en Algérie d'une capacité de 50 MW, ainsi que le transfert de technologie et d'expertise allemande au profit des cadres algériens afin de pouvoir passer à l'étape de production commerciale à partir de l'année 2030. La secrétaire d'État parlementaire et vice-ministre allemande de l'économie et de la protection du climat, Franziska Brandner, a également été reçue par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zerdar, afin d'explorer les potentielles filières de coopération dans le domaine de l'industrie. Et en marge du salon de la production algérienne, le ministre du Commerce, Kamal El-Zik, en compagnie du recteur de la mosquée d'Alger, Shamseddine Hafiz, a révélé l'activation du label halal sur les produits alimentaires importés vers l'Algérie selon les préceptes de l'islam. Je vous invite à l'écouter. Mandaté la mosquée de Paris après je pense pendant une année. On discute avec le comité de produits halal que je préside. Il y a un groupe des départements ministériels. On s'était mis d'accord pour mandater la mosquée de Paris de donner ce label à tout produit de consommation humaine qui va rentrer en premier lieu de la France, après de toute l'Europe, vers l'Algérie. Donc on va se mettre d'accord avec mon frère. La date butoir que ce mandatement va commencer et automatiquement on va obliger tous les importateurs qui vont importer des produits de consommation de l'Europe, ils vont avoir obligation le visa halal de la mosquée de Paris pour s'assurer que le produit étranger, en premier lieu de France et en Europe, qui s'étale dans nos marchés, doivent être conformes à la charia islamique. Ça c'est une obligation. C'est un acte historique. Il faut savoir que la Grande Mosquée de Paris est depuis très longtemps, depuis 1936, lorsqu'il y a eu le premier échaudoir en France, à Paris, qui a été mis en place, la Grande Mosquée de Paris a commencé à assurer les produits halal. Et aujourd'hui, nous avons nos imams, des imams qui viennent d'Algérie, qui ont revu le cahier des charges de la Grande Mosquée de Paris. Et dans le cadre de notre relation avec l'Algérie, nous avons retravaillé ce cahier des charges pour assurer le consommateur algérien, comme le disait Monsieur le ministre, de la licéité de tout ce qui est certification halal qui se fera dorénavant
vers les produits qui viendront en Algérie. Donc c'est un travail important que nous voulons faire. Et comme je le disais, c'est en même temps une satisfaction pour l'ensemble de la communauté algérienne à l'étranger qui sait que de plus en plus, le président de la République, Saad Majid Tebboune, est très attaché à la relation entre notre communauté à l'étranger, notamment en France, avec l'Algérie. Et c'est pour cela que c'est très symbolique et c'est historique. Et à propos d'échanges commerciaux, de bonnes perspectives d'exportation s'ouvrent aux entreprises locales. Au Salon de la production algérienne, l'événement est l'occasion pour certains opérateurs de se lancer, d'autres de renforcer leurs ventes vers l'étranger. Exemple ce soir avec les produits d'hygiène et les cosmétiques. Un secteur prometteur selon Meriem Damis qui s'y est intéressé. Spécialisé dans l'hygiène corporelle, le groupe Faderco s'est engagé dans une stratégie de diversification pour répondre aux besoins du marché. Cette stratégie a permis au groupe de se positionner en tant que leader de la filière depuis plus de 3 ans. Nous sommes aujourd'hui à la foire de la production algérienne en tant qu'opérateur économique local pour mettre en avant tous les développements que nous avons réalisés cette année, les innovations que nous avons mis au profit du consommateur algérien pour améliorer la consommation et surtout pour montrer un peu aujourd'hui la capacité d'un groupe algérien, parce qu'on est aujourd'hui un groupe d'entreprises, à développer des produits de haute qualité qui puissent lui ouvrir le marché à l'export, puisque cette année, l'information que nous partageons, c'est qu'on a multiplié par 4 nos exportations pour atteindre un premier palier de 40 millions de dollars d'exportation. Le groupe s'est aussi inscrit dans une stratégie d'intégration en amont pour la production de la matière première, qui est la ouate cellulose, pouvant ainsi assurer une production atteignant les 62 000 tonnes annuellement. On est aussi producteur de bobines de ouate de cellulose, qui est la matière première, donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux d'intégration sur notre activité qui est quand même très très important. Et aujourd'hui, le groupe Faderco, c'est 48% du marché de l'hygiène en Algérie. C'est 13 marques commerciales qui touchent 13 domaines, à peu près 11 domaines d'activité. Et nous sommes aujourd'hui plus de 2000 employés sur 5 sites de production industrielle. Ce salon est une occasion pour les marques algériennes activant dans l'industrie cosmétique de promouvoir leurs produits et mettre en exergue leur potentialité. Nous nous trouvons au Salon national de la production algérienne pour faire connaître notre produit Made in Algeria. Nos objectifs, Inch'Allah, c'est de couvrir tout le marché algérien, Inch'Allah, et pourquoi l'exporter. Une manifestation qui démontre l'amélioration considérable de la production algérienne qui aspire à concurrencer les plus grandes marques mondiales. Et un secteur tout aussi prometteur, le textile et l'habillement du cuir et équipement. Le 5e édition du Salon international du secteur Textile Expo se poursuit. Il s'agit d'un espace de rencontre des professionnels du domaine qui permettra l'échange d'expériences et la création de partenariats. Sabrine Tafergounit s'y est intéressée aujourd'hui à rencontrer quelques opérateurs. Parmi les 400 exposants dans le Salon international du textile, habillement, cuir et équipement, les producteurs algériens de cette filière ont tenu à présenter leurs produits pour ambition de conquérir le marché local. Ma venue ici dans le salon, c'est par rapport aux nouvelles directives des pouvoirs publics qui incitent les gens à investir. Aujourd'hui, le créneau du textile est primordial. Et surtout pour exposer nos produits fabriqués avec des matières premières algériennes dans nos ateliers. Je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité avec ces salons-là. On va essayer d'inculquer une culture de consommation aux Algériens, de consommer algérien et de croire aux produits algériens. Nous sommes une société de la confection de vêtements professionnels, tous les types de vêtements, par exemple les parkas, les tenues de travail, les survêtements, les tenues de sport. Notre but d'améliorer l'économie nationale. En nouvelle année, Inch'Allah, 2023, on exportait toutes les qualités de vêtements au monde entier, Inch'Allah. Il faut dire qu'il fut un temps, cette filière a représenté fièrement l'économie nationale. Et pour retrouver sa place, des encouragements et facilitations sont accordés par les pouvoirs publics.
Le textile était mort, était détruit, était abandonné. Mais maintenant, depuis presque une année, avec le soutien de M. le Président et Monsieur le ministre de l'Industrie, Monsieur le ministre du Commerce, nous a donné espoir pour relancer cette activité. Le rôle de la fédération, c'est de soutenir les fabricants algériens qui activent dans le textile et le cuir. En même temps, on les oriente, on a des banques de données d'informations. Le savoir-faire, le climat d'affaires est aussi propice avec le nouveau code d'investissement. De quoi ouvrir des partenariats afin de développer davantage ce secteur prometteur. Voilà donc un sujet de Sabrine Tafelgounité. Un grand intérêt est accordé à l'économie de la connaissance et les startups. Beaucoup de facilitations et mécanismes ont été attribués à ce secteur dans le but de permettre l'émergence d'une industrie du service ou des services. Exemple ce soir avec ces porteurs de projets présentés par Raouf Habouch. Considérées comme un levier important de l'économie nationale, les startups sont au cœur d'un programme ambitieux tracé par le gouvernement. L'intérêt accordé à ce secteur encourage de plus en plus les jeunes porteurs de projets à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. La start-up Zero Cash est une start-up qui propose une solution de paiement électronique pour toutes les transactions faites au quotidien par le citoyen. C'est lors de mon séjour aux États-Unis où j'étais étudiante que l'idée de créer cette start-up m'est venue. Erkeb est une application VTC 100% algérienne. Elle consiste à demander un chauffeur dans le périmètre où l'on se trouve, même sans Internet. Bien sûr, l'objectif est d'atténuer le problème de transport en Algérie. Notre start-up active dans le domaine de l'agriculture. Elle permet de trouver des solutions rapides aux problèmes quotidiens que rencontre l'agriculteur. Elle se base sur un logiciel spécialisé pour la gestion d'une ferme agricole. Pour soutenir la jeunesse algérienne dans ses efforts pour la mise en place de ces idées innovantes, le gouvernement a tenu à œuvrer en faveur de la promotion des start-up au sein de l'économie nationale, et ce, à travers des mesures et des mécanismes de soutien pour accompagner ces jeunes porteurs de projets, à l'exemple d'Algérie Aventure, accélérateur de start-up. C'est une structure d'accélérateur de start-up qui est sous la tutelle du ministère des start-up. Lors des 6 derniers mois, nous avons soutenu la création de plus de 100 start-up en Algérie. C'est une première dans le pays, dans le continent et même au niveau mondial. De plus, près de 110 000 étudiants ont bénéficié de formations à l'entrepreneuriat. Les startups sont aujourd'hui considérées comme une véritable richesse pour l'Algérie. C'est pourquoi les pouvoirs publics accordent la plus grande importance aux jeunes et à l'innovation, et ce, afin de relancer l'économie nationale. Agriculture saharienne et cette exploitation à Djanet étalée sur 500 hectares. Elle produit toutes sortes de céréales et permet même la culture hors saison. Naïm Aloualish nous y emmène dans ce reportage. Nous sommes ici à Terarart, près de Djanet, au cœur de l'exploitation agricole du groupe Nour. Exploitation unique dans toute la région, on y trouve de la pisciculture, de l'arboriculture, de la céréaliculture, du maraîchage, bref, une véritable ferme intégrée dont les cultures sont liées et profitent les unes aux autres. Étalée sur 500 hectares, l'exploitation donne aussi en hors saison. Là, vous avez la possibilité de faire toutes les cultures, sans exception. En parlant de l'arboriculture, pas juste le palmier, citronnier, enfin les agrumes, le pêcher, toutes sortes d'arbres, ça va bien. Maintenant, pour la placiculture, ce qui est exceptionnel, c'est que la production dure pendant 7 mois. C'est-à-dire qu'on commence les récoltes, notamment pour les cucurbitacées et certains sonolacées tels que le piment et poivron. On peut aller jusqu'à 7 mois de récolte. Contrairement en Nord, on peut arriver à 5 mois, ça dépend des mises en place. Mais on a des rendements vraiment exceptionnels. Conçu au départ pour nourrir les travailleurs installés dans différentes bases de vie, une bonne partie de cette ferme est dédiée aux céréales, au fourrage et à l'élevage. Nous sommes en face d'un exemple de pivot qu'on est en train d'installer, qui accompagne notre choix, qui est un choix de dimensionnement de 25 hectares. Nous avons un programme de 250 hectares qui est en train de se matérialiser, qui vise à réaliser ou à faire deux cultures par an. Une culture de blé et une culture de maïs, en ensilage. Nous avons commencé. L'objectif premier,
qui est en train de se matérialiser est de 250 hectares, qui nous avons l'ambition de réaliser un rendement au minimal de 60 quintaux l'hectare. Pour couvrir les besoins. Déjà pour commencer à couvrir, pour accompagner le programme officiel de dans notre pays, d'arriver à une autosuffisance de blé. Et déjà nous commençons par la zone où on se trouve déjà, la zone de Janet, pour arriver à une certaine autosuffisance en blé et accompagner notre programme d'engraissement d'élevage de bovins au vin. Après une phase de maîtrise, on est passé à une phase d'extension visant à augmenter notre capacité de production en culture maraîchère, céréales et production animale. Nous avons comme objectif la couverture de la wilaya, de la demande au niveau de la wilaya de Janet, avec une projection à moyen terme sur la couverture du Grand Sud en légumes, fruits et viande rouge, viande blanche pour la tilapia en pisciculture. En 4 années seulement, cette exploitation expérimentale a donné des résultats plus que probants, de quoi inspirer d'autres investisseurs pour davantage d'exploitation dans cette région particulièrement fertile. Et on va à Guelma où la cueillette des olives bat son plein. On s'attend à une récolte d'au moins 100 000 quintaux. Une grande partie est destinée à la fabrication d'huile, de qualité d'ailleurs, puisque primée à plusieurs reprises. La trituration des olives a elle aussi débuté et confirme déjà les estimations. Raouf Hamouche. Cultiver un olivier est un travail de longue haleine qui nécessite de la patience et beaucoup d'efforts. À Guelma, l'oléiculture est un art maîtrisé. En effet, la campagne de cueillette des olives, qui a déjà commencé depuis quelques jours, laisse présager une bonne saison oléicole. Les services agricoles de la wilaya tablent sur une production de 100 000 quintaux avec une superficie oléicole avoisinant les 60 000 hectares. Nous produisons une huile d'olive connue sous le nom de la blanquette de Guelma qui a permis à la région d'avoir plusieurs distinctions et ce à l'échelle nationale et internationale. Et justement, c'est avec une joie incommensurable que cet agriculteur a posé avec son prix de la meilleure huile d'olive extra vierge, une consécration pour ses efforts acharnés dans cette filière. Une distinction aussi pour toute la wilaya de Guelma qui recèle d'énormes potentialités, notamment dans la filière oléicole. À l'heure où je vous parle, l'opération de trituration des olives a déjà commencé. Nous tablons sur une très bonne production pour cette saison. En toute modestie, l'huile d'olive de la région de Guelma figure parmi les meilleures huiles au niveau national. Pour asseoir une véritable industrie de l'huile de table en Algérie, une politique est tracée par les pouvoirs publics afin de créer un équilibre pour satisfaire la demande nationale et augmenter par là même le volume des exportations. Cette annonce, le délai de dépôt des candidatures répondant aux appels, la manifestation d'intérêt pour des projets immobiliers d'investissement au niveau de la nouvelle ville de Boukzoul a été prolongée. Annonce depuis Médéa du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville en marge de sa visite d'inspection ou de travail dans la wilaya. Belaribi a souligné qu'un délai supplémentaire de 15 jours a été accordé aux promoteurs et investisseurs pour soumettre leur candidature. Il a également annoncé au terme de sa visite l'octroi d'un nouveau quota de 3100 unités de logement au profit de la wilaya de Médéa au titre de l'exercice 2023. À l'étranger, Parlement européen, la liste des députés corrompus par le Maroc s'allonge. Ils sont accusés de corruption pour des services rendus. L'enquête déclenchée par le parquet fédéral belge concernant ce retentissant scandale se poursuit et risque de faire de nouvelles révélations. Amel Bouarba. Visiblement, la corruption s'est érigée en mode de gouvernance au Maroc. L'implication du Marzen dans des scandales de corruption et de blanchiment d'argent au sein du Parlement européen continue de défrayer la chronique. Les révélations se succèdent sur des eurodéputés corrompus par le Marzen en contrepartie de services rendus au moment où l'enquête déclenchée par le parquet fédéral belge concernant ce retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen suit toujours son cours. Cette fois-ci, c'est l'ancien eurodéputé, le français Gilles Pargneaux, maire d'Elem en France, qui vient d'être enfoncé par son ex-collègue portugaise au Parlement européen, Ana Gomez, qui le taxe de lobbyiste effronté du Maroc. Cet ancien eurodéputé est mis en cause pour ses liens avec le Maroc, accusé d'avoir touché des dessous de table
et de bénéficier de cadeaux et voyages payés par le Maroc pendant plusieurs années. D'après des médias français, l'ex-eurodéputé Gilles Pargneaux a profité de son statut durant ses 2 mandats à la tête du groupe d'amitié Union européenne-Maroc, une structure informelle chargée de tisser des liens avec l'Union européenne et le Marzen. Selon ses témoignages, Gilles Pargneaux recevait durant ses visites régulières au Maroc des cadeaux et des commissions en contrepartie de son entier engagement en faveur des thèses marocaines, notamment concernant les questions du Sahara occidental, l'Union africaine, les droits de l'homme, les détenus sahraouis de Gdim, Izik, ainsi que d'autres dossiers. Et d'ajouter, il n'y a pas un sujet pour lequel l'eurodéputé ne mouille la chemise pour défendre haut et fort les thèses de Rabat, rapportant ainsi des écrits d'un site d'information marocain datant de mai 2017. L'engagement de l'ancien eurodéputé a été d'ailleurs reconnu par les autorités marocaines qui l'ont remercié à maintes reprises par de multiples distinctions. Des scandales qui mettent à nu les pratiques scandaleuses du Marzen, prêt à tout pour se maintenir. Le Marzen décidément prêt à tout, il tente même de semer la haine et la discorde entre les Rifins et le peuple sahraoui. Pas moins de 3000 faux comptes Facebook avec des pseudonymes Rifins ont été créés par les services du Marzen pour attaquer frontalement le Front Polisario Amel Bouakba. Au Maroc, à mesure que les jours passent, des scandales éclatent au grand jour, montrant un régime aux abois qui utilise tous les moyens abjects pour faire taire les voix discordantes, qui soutient le Sahara occidental dans sa lutte pour l'indépendance. C'est le cas des populations du Rif marocain qui affichent publiquement leur solidarité avec le peuple sahraoui, une solidarité que le Marzen a tenté par tous les moyens de briser. Un document confidentiel qui vient d'être dévoilé indique que les services de renseignement marocains sont impliqués dans un plan machiavélique visant à semer la discorde entre les populations du Rif marocain et le peuple sahraoui qui subissent tous deux la répression et la violence marocaine. Ainsi, les services du Marzen ont créé près de 3000 faux comptes Facebook avec des pseudo-rifins pour attaquer frontalement le Front Polisario. Avec cet objectif sournois, monter Sahraoui et Rifins les uns contre les autres. Vu l'élan de solidarité entre Rifins et Sahraoui, il a été procédé en coordination avec des agents et experts en réseaux sociaux à la création de faux comptes Facebook, litant en substance dans ce document de la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc, relevant du ministère de l'Intérieur, signé par le responsable du service de renseignement le 15 octobre 2016. Ce n'est pas la première fois que les services du Marzen ont recours aux mouches électroniques pour semer la zizanie et fomenter la fitna. Ces pratiques sont bien connues du régime marocain qui a mobilisé des dizaines de faux comptes Facebook pour ternir l'image des opposants et des journalistes emprisonnés. À l'étranger toujours, grève générale décrétée en Palestine occupée. Des manifestations ont eu lieu ce mardi dans de grandes villes du pays après qu'un prisonnier palestinien emprisonné dans les geôles sionistes depuis 20 ans soit tombé en martyr. Il s'agit de Nasser Abou Hamid, âgé de 50 ans. À Ramallah, Naplouse, El Khalil et Beit Lahm, des commerces ont fermé leurs portes et des élèves ont été renvoyés chez eux après l'annonce du décès de cette figure du Fatah, mouvement du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Retour dans le pays pour parler sport, football, mise à jour du championnat de Ligue 1 avec 3 matchs ce mardi. Le Mouloudia d'Alger s'est adjugé le derby algérois en s'imposant un but à 0 devant son rival l'USM Alger. Un but signé Ben Abdi. De son côté, le Serbe Belouizdad a été tenu en échec à domicile par l'US Biskra. Un but partout. En ce moment même, le MC Oran affronte à domicile la JS Kabylie. Autre mise à jour, celle des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Le Paradou Athletic Club s'est qualifié pour le tour suivant, s'imposant devant le Wydad de Mostaganem au tir au but. 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. L'entente de Sétif a pour sa part étrié le HB Shelrom Laïd 6 buts à 0. Et l'USM Khanchla a pris le meilleur de l'IS Tirnif, 1 but à 0, alors que la JS Djidjel s'est qualifié aux dépens de l'US TBSA 3 buts à 2. Et on vous emmène à Ain Timouchent à présent, visite dans l'aquarium de Benissaf. Au-delà d'une attraction nationale, la structure joue un rôle dans le développement des espèces rares. Il est directement rattaché au Centre national de recherche et de développement de la pêche et l'aquaculture. Yasmine Armari.
Située en mer, sur les rives du puits de Benissaf, la station expérimentale des ressources marines est une destination idéale pour les amoureux de la vie marine, mais également l'endroit privilégié des chercheurs en océanographie et aquaculture. On vient ici pour découvrir les différentes espèces de l'aquarium de Benissaf. Et on vient aujourd'hui pour effectuer une reproduction artificielle. Ça nous aide beaucoup, le fait qu'elle contient des laboratoires qui nous aident à faire nos TP. Par exemple, aujourd'hui, on est venu pour faire la dissection des poissons et savoir la reproduction des oursins. Ces aquariums donnent une idée sur la richesse de la biodiversité de la Grande Bleue. Les océanographes et les spécialistes de la pêche et de l'aquaculture en font leur laboratoire de recherche. L'aquarium de Benissaf, c'est une institution qui nous aide énormément pour la réalisation de nos travaux scientifiques, parce que l'étudiant, il a directement l'occasion de toucher du palpable, de toucher carrément le concret. On passe à l'université au niveau des salles de cours et des conférences, d'accord, ils ne font que de la pédagogie. Notre activité principale, c'est la sensibilisation, la vulgarisation et l'éducation écologique. Et on participe dans les expertises, dans l'accompagnement technique de la DPRH, direction de la pêche de la wilaya de Tmouchent. On accompagne les investisseurs, on accompagne des étudiants, les sorties pédagogiques, les sorties techniques. À travers des visites périodiques et des portes ouvertes, les chercheurs veulent sensibiliser sur la nécessité de préserver la biodiversité marine qui est de plus en plus menacée. Voilà, c'était là le dernier sujet de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.